La conservation, c'est un métier difficile. Travailler avec 10 pays, c'est multiplier la difficulté par 10. En effet, dans l'ensemble des pays du RAPAC, on se rend compte que les États n'ont pas souvent les financements publics pour la conservation. Que sur les 160 aires protégées que l'on a en Afrique centrale, bon nombre d'entre elles sont des paper parks, c'est-à-dire des parcs nationaux juste sur le papier. Et que sur le terrain, il n'y a pas un conservateur, il n'y a pas d'unité de garde, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Il n'y a pas d'équipe de conservation, il n'y a rien. Et donc, qu'il est important aussi de faire appel à des ressources privées pour aider les États à mieux gérer des sites qui sont importants pour la conservation. Le RAPAC nous a appris que c'est important d'avoir une dimension sous-régionale dans la gestion des problèmes. On ne peut plus gérer au niveau d'un seul pays. On est obligé d'avoir des accords sous-régionaux parce que vous savez, la conservation gère des questions d'affectation des terres, des questions de déplacement des populations, des questions de gestion de ressources. Et jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à donner un passeport aux éléphants. Donc les éléphants traversent les frontières sans passeport. Et pour les gérer à travers toutes ces frontières, n'est-ce pas, il faut une concertation sous-régionale à un niveau politique suffisamment élevé. Le RAPAC est une organisation technique qui met la concertation au niveau des conservateurs, mais il faut que ce mécanisme de conservation continue, sinon on court le risque de perdre les ressources, parce que quand un pays fait des efforts et que le pays voisin n'en fait pas, vous voyez que ça ne sert à rien pratiquement. Il est peut-être beaucoup plus intéressant de faire appel à des ressources privées pour aider les États aujourd'hui en Afrique centrale à conserver, parce que la conservation n'est pas la première priorité de nos États. La conservation vient très loin derrière les priorités relatives à l'éducation, à la santé et à toutes les thématiques qui tournent autour du développement. La conservation elle-même est plutôt une thématique dans laquelle l'État est en conflit avec les populations, parce que les populations estiment que les États investissent plus pour les éléphants que pour leur propre santé, par exemple. Et on a ce conflit-là dans la plupart des pays d'Afrique centrale. Quand les États fonctionnent seuls, ils sont tout de suite donc les seules cibles des populations. Quand je vois la façon dont le partenariat public-privé est mené dans certains pays, je prends au Dzala, au Congo, il y a un projet de santé communautaire qui est développé à partir de ce partenariat et qui permet donc de stabiliser les populations autour du parc. Si je prends le parc national, le parc de Virunga en République démocratique du Congo, ce parc a construit aujourd'hui l'un des plus grands barrages de la zone et ça donne donc de l'électricité à l'ensemble des populations, à plus de 10 à 15 000 personnes. Donc en définitive, le partenariat public-privé, au-delà du fait qu'il stabilise la fonction de conservation, permet également de mieux appréhender la fonction de développement autour du parc national. Et les populations voient finalement ce partenariat comme un outil, en plus du développement, pas simplement comme un outil de conservation contre le développement. On met en place des systèmes d'alerte quand les populations sont sensibilisées à la gestion de leurs propres et à la protection de leurs propres ressources. On peut ensuite mettre en place des systèmes d'alerte communautaires qui permettent d'avertir des dangers manifestes. Vous savez, ce qui est difficile dans ce métier, c'est que les braconniers sont aussi intelligents. Et ils savent anticiper sur les réponses des conservateurs. Ils savent parfois anticiper sur nos actions. Ils ont eux aussi des radios, ils ont des téléphones, et donc c'est absolument difficile. Chaque année, en moyenne, dans l'ensemble du réseau des aires protégées d'Afrique centrale, on perd pas moins de 50 amis de la conservation. Ça peut être des éco-gardes, ça peut être des travailleurs qui sont là pour le bien de la conservation, et c'est souvent difficile à vivre. C'est souvent vraiment difficile à vivre. Donc oui, on met en place des mécanismes d'alerte pour faire en sorte qu'on perde le moins possible de monde.